Salut à tous et bienvenue sur Captain Popcorn. Et oui, je vous proposerai bel et bien un avis, un décryptage sur chaque épisode de cette saison 8 de The Walking Dead. Et donc on commence aujourd'hui, un petit peu en retard je sais, mais c'est encore les réglages pour les débuts de la chaîne, avec le premier épisode de cette saison 8 qui était aussi le 100e de la série. Alors bon, normalement, je croise les doigts, ça devrait être un peu meilleur, même carrément meilleur au niveau du son par rapport à la première vidéo. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est un peu les réglages du début de la chaîne. Il faut dire que Nico m'a prêté du matos. Mais pour la suite, je pense qu'il va falloir que je me débrouille, mais comptez sur moi. Puis peut-être que je compterai sur vous, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis vous avez remarqué qu'il y a peut-être des nouveaux invités dans le décor derrière moi. Et puis surtout, je voulais vous reparler de la bannière, de la superbe bannière de la chaîne. Je vous invite à la regarder en détail, il y a plein de petites choses qui fourmillent. Elle a été créée par Mathieu MRC, vous pouvez le retrouver sur Instagram pour voir ses créations. Et c'est Kickban, le superbe groupe un peu geek Kickban, qui on doit le générique, ce petit riff de guitare de La Mort qui tue, donc au tout début de la vidéo, je le mets aussi à la fin tellement je le kiffe. Et puis vous pouvez donc aller découvrir leurs créations sur leur chaîne, ça leur fera plaisir. Et je suis donc bien décidé à couvrir chaque semaine les épisodes de The Walking Dead, mais sachez que ce n'est qu'à partir du 13 novembre, j'espère, qu'il y aura vraiment de la fluidité au niveau des dates de sortie des vidéos et que je pourrai a priori les sortir le lundi. Et jusque-là, ce sera peut-être un peu plus aléatoire le mardi, le mercredi. Je fais de mon mieux. Et puis je sais qu'un certain nombre d'entre vous se demandent quel type de contenu je vais proposer sur la chaîne. Eh bien je parlerai des séries habituelles, mais pas seulement. Donc il y aura du Game of Thrones, de The Walking Dead, mais aussi bien d'autres séries. Je vais ouvrir le champ des possibles, le champ des perspectives. Il y aura notamment Stranger Things, la saison 2 qui commence ce vendredi. Ouais, ça arrive très vite. J'espère pouvoir vous sortir une vidéo pour le week-end qui arrive. Et puis après, il y aura Vikings, la 5e saison. J'en passe et des meilleurs. Mais bon, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Donc avec ce premier épisode, je ne vous ferai pas un résumé de l'épisode. Je vais plutôt vous présenter un point de vue d'ensemble sur ce que j'en ai pensé, avant de m'attarder sur quelques détails qui méritent d'être commentés. Alors je vous préviens, c'est assez normal s'il y a quelques similarités entre cette vidéo et celle qui a été publiée sur The Grand Test au sujet du même épisode de The Walking Dead. Et oui, il faut dire que j'ai écrit pour Nico cette vidéo, c'était un peu ma dernière contribution à la chaîne. Maintenant, je me consacre à 100% à Captain Popcorn. C'était donc l'épisode 100 de la série The Walking Dead, on pouvait carrément en attendre beaucoup, et pourtant, il y avait de bonnes idées, des choses intrigantes, notamment la gestion du temps, l'apparition de ce Rick plus vieux, mais il y avait, je ne sais pas, quelque chose d'un peu mou dans cet épisode, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi. Et pourtant, on sera d'accord, vous et moi, pour dire que cette première attaque contre le sanctuaire des sauveurs, c'était quand même quelque chose de très important, mais il y avait comme quelque chose de off dans l'intensité des émotions des acteurs, alors que pourtant, d'habitude, c'est un des points forts de la série, avec notamment Andrew Lincoln, qui joue Rick, qui est quand même un acteur super intense, enfin moi je trouve, mais là, ils étaient tous un petit peu mous, mais je pense avoir compris pourquoi. Alors, de mon point de vue, l'explication de ce ressenti, ce petit je ne sais quoi qui manquait, c'était, outre peut-être la direction d'acteur qui était à revoir éventuellement, j'étais pas sur le plateau, malheureusement, mais c'est aussi, et peut-être surtout, la tonalité qu'on a voulu donner à ce premier épisode, une tonalité clairement qui va vers l'espoir, vers un groupe soudé. On voulait trancher nettement, couper avec cette ambiance crépusculaire, trop sombre, pessimiste, qui a quand même beaucoup plombé, en tout cas marqué la saison 7. Mais le problème, forcément, je pense que vous l'avez déjà compris, c'est que cette ambiance un petit peu feel-good, licorne et papillon, eh bien, c'est un décalage flagrant avec ce que devraient ressentir des personnages qui sont sur le sentier de la guerre, qui lancent cette première offensive. Il devrait y avoir de la tension, de la peur, mais là, c'est plutôt « youpi, on va à la guerre !» Non, parce que sérieusement, quand on y pense quelques instants, ils sont quand même sur le point d'aller attaquer une base qui regorge de combattants armés jusqu'aux dents, qui sont menés par un psychopathe super efficace, Negan, et on dirait que ça ressemble un peu plus à une partie de paintball loisir après un pique-nique. Et puis de mon point de vue, qui est forcément subjectif, je vous l'accorde très aisément, il y a aussi de grosses ficelles scénaristiques, des facilités qui nuisent à la qualité de l'épisode, au ressenti du spectateur, et là-dedans je classe clairement le comportement de Père Gabriel. Alors pour commencer, ok qu'il empêche Rick de finir Negan, finir entre guillemets, d'achever Negan, soit, même si c'est un peu con quand même, on peut supposer qu'il voulait sauver Rick de sa propre obsession de la vengeance avec la horde de marcheurs qui arrivaient. Mais après, le père Gabriel qui sort de sa voiture pour aller sauver Grégory,
Franchement, on peut comprendre qu'ils puissent s'attacher aux vies même les plus misérables. Bon, admettons, mais après, ils sont tous les deux derrière un espèce de bloc, ils se protègent. Et ils regardent Grégory comme un con partir, lui piquer sa voiture, il ne réagit pas. Enfin, franchement, j'ai du mal à comprendre. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est quand il se retrouve seul avec Negan dans l'espèce de truc de préfabriqué, complètement entouré de la marée de Walker. Et là, il le laisse faire son petit discours, il a un flingue dans les mains, mais il tente rien. Et ça, je trouve que c'est un peu une facilité. On sent qu'il voulait absolument que le père Gabriel reste derrière, aux mains des sauveurs, mais ça aurait pu être mieux géré. Comme je le disais, c'était donc le 100e épisode de la série The Walking Dead. Et cette vidéo ne serait pas complète si je n'évoquais pas les clins d'œil qui ont été faits au pilote de la série. Je parle bien évidemment de la séquence de Carl qui part chercher de l'essence dans les voitures qui entourent la station-service désaffectée, et cette séquence reprend quasiment plan par plan la même recherche que Rick avait menée dans le premier épisode de la série, avec notamment le plan quand il regarde à l'intérieur d'une voiture, ou encore le plan quand il regarde en dessous d'une voiture. C'est fait exprès évidemment, c'est un clin d'œil plutôt sympa pour les fans. Mais bien entendu, ce parallèle n'est pas là uniquement pour faire plaisir aux fans les plus attentifs, non, il est là pour souligner l'évolution psychologique de Rick entre le premier et le 100e épisode, et aussi pour venir mettre en lumière la différence fondamentale de comportement qu'il y a actuellement entre Rick et son fils Carl. Pour être un petit peu plus explicite sur la notion d'évolution psychologique de Rick, on peut se souvenir que dans le pilote de la série, il rencontrait une petite fille devenue marcheuse et il essayait de l'aider, de lui parler, alors que forcément, maintenant, des années après, eh bien, lorsqu'il voit une jeune femme qui est elle aussi devenue une walker, il soupire juste un coup avant d'aller la défoncer à coups de hachette. Il ne prend même pas la peine de gaspiller une balle. Et concernant la différence de comportement entre Carl et Rick, on sent bien que Carl est un peu déçu par la façon dont a son père de gérer l'inconnu de la station-service, et Carl revient plus tard et lui dépose quelques provisions. Et justement, voilà qui nous amène directement à une thématique centrale de cet épisode et peut-être même de cette saison. Il s'agit de la miséricorde ou encore de la pitié si vous préférez. Ce titre d'épisode est loin d'être anodin bien entendu, et cela est encore renforcé par des paroles de Rick qui arrivent vers la fin de l'épisode lorsqu'il dit « My mercy prevails over my wrath », ce que peut traduire par ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Et ces mots, ce ne sont pas n'importe lesquels, loin de là. Et oui, pour commencer, ils sont prononcés par l'homme que Carl rencontre au niveau de la station-service et que Rick fait fuir en tirant en l'air. Et puis aussi, ce sont des mots qui correspondent à un hadith, et pas n'importe lequel, au premier des hadiths sacrés. Mais alors, un hadith sacré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en résumé, c'est une parole sacrée d'Allah rapportée par le prophète Mohammed, et même si je n'ai absolument pas du tout les compétences pour l'interpréter, on pourrait comprendre qu'en l'occurrence, cela implique que Dieu réserve sa colère comme une sorte de dernier recours. Mais alors, quelle pourrait être la signification pour la série? Eh bien, pour l'instant, il faut bien avouer que c'est difficile à dire, mais on peut deviner que cela pourrait avoir un rapport avec le châtiment que Rick pourrait réserver à Negan. Et là, forcément, on retrouve une thématique très connue, voire surexploitée dans la série, à savoir celle de la difficulté à préserver son humanité, tout en parvenant à survivre dans ce monde devenu totalement impitoyable. Comme je vous le disais, il n'y aura donc pas de résumé séquence par séquence de l'épisode, mais j'ai envie maintenant de revenir avec vous sur certains petits détails qui me semblaient importants ou amusants à relever. Pour commencer, pendant la préparation de l'assaut, je pense que c'est juste après la séquence des discours, même si j'ai un petit doute, on a quand même Rick qui vient dire à Maggie qu'en gros, après la guerre, ce sera elle la boss, et oui, la veuve de notre Glenn adoré serait à la tête des 3 communautés, en tout cas s'ils survivent jusque-là. Et puis après tout, si on se met du point de vue de Rick, on ne peut pas dire que ce soit si étonnant que ça, il suffit de se souvenir à quel point il était réticent de prendre le rôle de leader des survivants. Ensuite, pendant la phase de négociation, enfin si on peut vraiment appeler ça comme ça, entre Rick et Negan, j'ai trouvé que les réparties de Negan sur le thème du concours de celui qui est la plus grosse, oui il aime bien être vulgaire Negan, on le sait, eh bien j'ai trouvé que ces réparties n'étaient pas totalement dénuées de vérité et d'intérêt. Ce que je veux dire par là, et on le verra d'ailleurs plus tard, c'est qu'évidemment Rick fait de cette action une sorte de vendetta, de vengeance personnelle, et comment lui en vouloir alors qu'il a assisté sous ses yeux au massacre de ses amis Glenn et Abraham. Mais ce qui est intéressant dans ce type de dialogue, c'est que ça vient souligner à quel point Negan est un manipulateur doué, il sait toujours appuyer là où ça fait mal. En revanche, ce qui fait aussi plaisir à voir dans cet épisode, c'est que Negan n'est pas infaillible, et enfin le plan de Rick et de ses potes vient le démontrer.
Et là je pense en particulier au moment où Negan dit à Rick qu'il pense avoir le nombre pour s'attaquer au sanctuaire et qu'il se trompe. Et bien cela vient souligner doublement à quel point Negan à ce moment-là est totalement à côté de la plaque. Et oui, il est à côté de la plaque parce que d'une part il pense vraiment que l'intervention de Gregory va convaincre les gens de la colline de rejoindre les sauveurs, et en plus il n'a pas du tout connaissance de l'avancée de la horde de marcheurs, donc voilà, Negan a été pris en défaut. Allez, je me fais maintenant plaisir avec un petit détail, une petite remarque au passage, vraiment rien de très important, mais on remarque pendant la fusillade que les marcheurs qui ont été designés par Eugène, ceux sur lesquels on a versé de l'acier fondu, eh bien ils sont réellement par balles. Bravo Eugène. Toujours pendant l'attaque, on peut vraiment se demander pourquoi autant de balles sont tirées sur la façade et notamment sur les fenêtres du sanctuaire. Oui, en termes de logistique, avec la pénurie de munitions, ça peut sembler totalement con, mais pourtant, en y regardant de plus près, on peut trouver une explication et même une sorte de référence à un épisode précédent de la série. Et je parle là de l'épisode 14 de la saison 5, dans un dialogue avec Jesse. Rick lui fait part de sa théorie selon laquelle il faudrait garder les fenêtres intactes pour que la société le reste aussi. C'est une phrase qui est évidemment porteuse de nombreux symboles et qui est d'autant plus ironique qu'un peu plus tard, Rick traverse la fenêtre de la maison lors de sa bagarre avec Pete, le mari violent de Jesse. On constate aussi que vers la fin de l'assaut, Rick prend un polaroid de la scène et de mon point de vue, il s'agit bien sûr d'un clin d'œil aux fameuses photos de crâne écrasé qui avaient été trouvées au-dessus de la couchette d'un des sauveurs dans la station satellite. On peut se demander ce que Rick veut en faire, peut-être tout simplement se foutre de la gueule de Negan un peu plus tard. Enfin, dernier petit détail que j'ai envie d'évoquer, il s'agit du regard et du sourire lancé par Ezekiel à Carol. Oui, j'ai bien l'impression que le souverain du royaume a toujours la même reine de cœur en ligne de mire, si vous voyez ce que je veux dire. Il est grand temps maintenant de passer à l'aspect qui était de mon point de vue le plus intéressant de l'épisode, à savoir le jeu qu'il a instauré entre différentes lignes de temps et aussi entre la perception du réel et de l'imaginaire. En effet, la notion de temps est omniprésente à l'écran au travers des différents cadrans de montre et de réveil. Alors certes, le temps qu'utilise la bande pour chronométrer son plan d'action et l'avancée de la horde n'a pas vraiment de lien direct avec les différentes époques de Rick que l'épisode mélange, mais au moins c'est une tentative assez intéressante de dire quelque chose. Concernant ces lignes de temps justement, a priori il y en a 4 à l'écran, mais franchement ce n'est pas très compliqué, on n'est pas encore dans Westworld. La première période, c'est donc celle dans laquelle on voit Rick qui se recueille sur les tombes de Glenn et Abraham, à la colline évidemment. La deuxième période, c'est celle des préparations de l'assaut et de l'assaut lui-même. En effet, on pourrait en faire 2 périodes, mais autant les rattacher, pas la peine de rajouter de la complexité. La troisième période, c'est bien sûr celle où on peut apercevoir par petits morceaux un Rick qui a l'air épuisé, blessé, perdu, qui a les yeux rougis. Et la quatrième ligne de temps, la quatrième période, c'est celle du rêve ou du flash-forward, on va y venir, dans lequel on voit Rick plus vieux. Mais alors me demanderez-vous certainement, qu'est-ce qu'on peut penser de cette fameuse scène de Rick qui a pris a priori 4 ou 5 ans dans la tronche, même si au début quand on le voit on a l'impression qu'il en a pris 20, mais après avec l'arrivée de Judith c'est un petit peu plus clair. Eh bien ce qu'on peut dire à ce sujet c'est tout d'abord que ce n'est pas Another One Bites the Dust qu'on entend en fond, la musique de Queen, non c'est une parodie de ce morceau, une parodie qui a été créée par un certain Weird Al, un gars qui gagne un peu sa vie depuis très longtemps en faisant des parodies de grand succès. Et du coup, quand on sait ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est que la production n'avait pas envie de mettre les moyens pour s'offrir le véritable morceau de Queen. Ah oui, après tout, ils font des économies sur les effets numériques, alors pourquoi pas sur la bande-son. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il s'agit d'un indice, puisque c'est une parodie d'un véritable morceau. Ce qu'on verrait serait donc une parodie d'un véritable futur, et donc un rêve, une hallucination, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voulez mon avis à ce sujet, et si vous regardez la vidéo, je suppose que c'est le cas, eh bien je pense qu'il s'agit en effet d'une divagation, puisque quand on regarde d'un peu plus près les fameuses scènes de Rick avec les yeux rougis, il a vraiment bien la tête d'un mec en train de divaguer, donc je crois que ce n'est pas un véritable futur d'Alexandria qu'on découvre avec ce petit flou artistique et typique des rêves dans les séries ou dans les films. Et voilà, peut-être que l'avenir sera moins rose pour Rick, sait-on jamais. Ah oui, d'ailleurs, je viens d'y penser au moment de tourner cette vidéo, mais puisque dans son rêve, Rick porte une canne, qu'il est boiteux, cela doit sans doute signifier qu'au moment où il a cette divagation, quand on l'aperçoit donc avec les yeux rougis, affaiblis, il doit peut-être déjà avoir une jambe cassée.
En conclusion, pour mon analyse de cet épisode, il me semble important de savoir que c'est Greg Nicotero qui a réalisé l'épisode. C'est un maître des effets spéciaux, du maquillage, des effets pratiques. Et justement, dans cet épisode, les effets pratiques, tout ce qui est Walker est vachement réussi. Les effets numériques sont un petit peu pourris, j'ai trouvé, malheureusement. Et c'est tellement réussi qu'on aurait presque plus de compassion pour les pauvres têtes encore animées de Walker qui sont par terre que pour les gens qui sont en train de marcher autour. Autre petit détail assez amusant à ce sujet, c'est que le Walker qui est attaché à un fil électrique et que Rick libère pour aller finir le sauveur qui l'a poignardé, eh bien, ce Walker est interprété par un des tout premiers figurants de la série. Il apparaissait dans le pilote et c'était le marcheur qui poursuivait Rick. Et cet épisode se termine avec un hommage à deux personnes disparues. La première est un cascadeur qui est décédé suite à une chute lors du tournage de cette saison 8, malheureusement. Et la deuxième est George Romero. Il s'agit, vous le savez certainement déjà, de l'un des pères fondateurs du genre zombie au cinéma. Et même si George Romero ne tenait pas forcément dans son cœur The Walking Dead, Robert Kirkman, qui est l'auteur de la bande dessinée dont la série est l'adaptation, était lui un grand fan de Romero, et je pense qu'il voulait absolument que cet hommage soit rendu. Bon, si cette vidéo vous a plu, et je peux vous dire qu'elle a demandé des efforts, eh ben, je vous invite à laisser des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Et puis je vous dis donc à très vite, a priori pour le week-end qui arrive, avec une première vidéo sur la saison 2 de Stranger Things. Salut, à bientôt. Et du coup, quand on sait ça, eh ben, il y a deux possibilités. J'en ai mis 4.